The Living Daylights, c'était AHA, et la musique du film James Bond, un des films de James Bond, la série de films d'action avec Sean Connery au début, et puis après il y avait d'autres postulons au poste, postulons à la fonction de 007, James Bond 007. Mais là, on est dans Écosphère, votre émission économique hebdomadaire, et j'ai l'avantage et le plaisir de recevoir Iskander Lahrizi, qui est directeur général adjoint d'une compagnie d'assurance vie, et qui va nous parler de quelque chose qu'on a souvent assimilé à une assurance contre la mort ou à une exigence bancaire pour la couverture d'un crédit. On a même invoqué la religion pour la diaboliser. Alors, qu'en est-il de tout cela et qu'offre l'assurance vie en termes de solutions pour l'épargne et la prévoyance? C'est ce que nous allons savoir tout de suite avec notre invité, Iskander Lahrizi. Bonsoir, Iskander Lahrizi. Bonsoir, Mander. Merci pour l'invitation. Merci d'être des nôtres. Alors, l'assurance vie a toujours été quelque chose de mystérieux et d'assez difficile à, disons, à expliquer, alors que il y a plein de choses intéressantes dans ce produit. Et commençons par le commencement d'ailleurs. Comment peut-on définir l'assurance vie et quels sont les besoins auxquels elle répond, Iskander Lahrizi? Si j'ai bien compris, ma mission aujourd'hui, c'est de démystifier l'assurance vie. Complètement. On va essayer de bien le ça. faire. Donc, si on retient un peu la définition juridique, un contrat d'assurance vie, c'est un contrat dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine. Donc, c'est un contrat qui va prévoir des prestations en cas de décès d'un assuré ou en cas de vie d'un assuré. Alors, la connaissance que la plupart des gens ont de l'assurance vie, c'est un contrat d'assurance qui prévoit un capital en cas de décès. Ça, c'est une partie. Et l'idée de ce type de formule, c'est de protéger le niveau de vie des proches. Parce qu'un chef de famille qui décède, c'est vrai que c'est une catastrophe. C'est catastrophe, c'est À une tous les perte. niveaux, déjà. C'est Oui. au niveau sentimental, c'est Tout une d'abord. grande perte pour la famille, mais c'est aussi une perte de revenus. Et c'est le niveau de la famille qui risque de chuter. Et donc l'objet donc, de l'assurance, cette assurance en cas de décès, c'est de protéger le niveau de vie de la famille, permettre à la famille de disposer de ressources financières pour faire face donc, à cette perte financière. C'est pour ça d'ailleurs que les organismes prêteurs tels que les banques exigent cette garantie. Oui. Vous savez qu'une banque qui prête de l'argent, son souci, c'est de pouvoir récupérer son argent. Parce que, Si jamais le débiteur a un quelconque problème, Exactement. s'il décède par exemple, Exactement. ou s'il n'arrive pas à honorer les échéances du prêt. Parce que le risque d'insolvabilité, la banque le gère, Oui. mais le risque de décès, le décès peut survenir à tout moment. Hein. C'est vrai. On ne sait pas C'est quand quelque ça peut arriver. Donc c'est pour ça que c'est une garantie qui est systématiquement exigée. Donc ça montre l'importance de la chose. Mais finalement, c'est dans l'intérêt de la famille. Parce que si jamais ce prêt n'est pas remboursé suite à un décès, par exemple, c'est à eux qu'il revient de... Bien sûr, ils vont hériter de la dette. Donc finalement, on revient à l'idée initiale que c'est fait pour protéger vraiment la famille. Ça, c'est l'assurance, c'est un volet. On va dire ça, c'est l'assurance au cas de décès. J'ajouterai une chose, c'est qu'au niveau du système de sécurité sociale, vous savez que nous avons deux caisses principalement, CNSS, CNRPS. Parmi leurs prestations, ils prévoient un capital décès. Oui, le fameux capital décès. Donc ils font aussi de l'assurance vie, ils font de l'assurance décès plus exactement. D'ailleurs, on appelle les salariés et les gens affiliés, on les appelle assurés sociaux. Donc il s'agit bien d'assurance. Et on est obligés légalement tous d'adhérer à ce système-là. Donc ça montre bien l'importance de la chose. Donc il y a une loi, le législateur nous oblige finalement à nous assurer. Donc nous sommes tous assurés. C'est vrai que les gens le font de façon
C'est pas vraiment un acte volontaire. Hein. Non, C'est automatique, on va dire. Mais ça montre bien l'importance de la chose. Pourquoi? Parce que l'État se dit, s'il n'y a pas cette couverture sociale, on va assister à des cas sociaux tous les jours, et l'État ne veut pas avoir à gérer des cas sociaux. Donc il a mis en place ce système-là pour permettre donc aux personnes d'avoir une couverture minimum. Mhm. Donc ça, c'est le volet assurance décès. Donc il y a un autre volet qui est ce qu'on appelle l'assurance en cas de vie. Et là, le risque, c'est de rester en vie. Oui. Au début, donc, quand cette assurance a été mise en place, si on fait un peu l'histoire de l'assurance en cas de vie, l'idée, c'était de faire face au risque vieillesse. Parce qu'arrivé à un certain âge, Oui. on ne peut plus travailler, les facultés physiques et intellectuelles diminuent, mais on a toujours besoin de ressources financières parce qu'on a un niveau de vie qu'on veut conserver. Donc ça a commencé comme ça, on va dire. Et peu à peu, donc le produit assurance en cas de vie a évolué. Et maintenant, ce n'est pas uniquement utilisé, on va dire, pour faire face au risque vieillesse. C'est aussi un instrument ou un produit d'épargne. Il s'agit donc, ça permet finalement aux personnes qui achètent ce produit d'épargner dans de bonnes conditions en vue de faire face à différents projets de vie. Et j'ajouterai des projets, pas des projets à court terme, mais plutôt des projets de moyen et long terme. C'est ça, c'est-à-dire que, en général, le citoyen face à l'assurance, il est un peu sceptique, puisque il y a un côté obligatoire, et l'assurance, elle est surtout vue comme étant quelque chose, un mal indispensable, et ça s'adresse beaucoup plus à ceux qui ont des véhicules. On fait ce qu'on appelle de l'assurance automobile, et l'assurance en responsabilité civile, n'est-ce pas? Oui, mais ça reste un produit d'assurance. En fait, l'assurance, c'est quoi? On peut assimiler l'assurance à une communauté de risques. C'est des gens qui craignent un risque, qui décident de s'organiser, qui créent une caisse commune. Donc chacun va cotiser dans cette caisse. Et si jamais un des membres de la communauté donc, est victime d'un accident ou d'un sinistre, eh ben, on va prélever sur cette caisse pour l'indemniser. Donc finalement, il y a une notion de solidarité et d'entraide derrière tout ça. Donc c'est valable pour tous les produits d'assurance, y compris pour l'assurance décès notamment. Donc je dirais que c'est plutôt noble comme démarche. Et donc justement, on doit communiquer plus pour développer cette compréhension de l'assurance. Je pense que Skander Lahrizi, c'est en effet le côté qui correspond à la communication, qui est le moins assuré pour vraiment parler des rôles joués par l'assurance vie. Et comme tu viens de l'indiquer, ce rôle est aussi bien un rôle social, puisqu'il complète le système de sécurité sociale, n'est-ce pas, à travers cette épargne. Et en général, la couverture qui est faite n'est souvent pas une couverture, disons, entière en ce qui concerne les besoins de la personne. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait ce complément. Et puis, donc ça va renforcer cette couverture sociale et le côté économique à travers cette collecte d'épargne stable pour financer aussi des investissements de long terme. C'est ça. Exactement. C'est connu, l'assurance vie, c'est vraiment une formule qui permet de générer ce qu'on appelle dans notre jargon des provisions techniques importantes. Et ça donne lieu bien sûr à des placements, notamment sur le marché financier, où ces déplacements, c'est des ressources qui sont très recherchées parce que c'est des ressources stables et de long terme. Quelqu'un qui souscrit une assurance en cas de vie en vue d'améliorer sa situation à la retraite, c'est généralement des gens qui font des contrats sur 10 ans ou plus. Ou même plus, hein, si on commence à 35 ans, Skander. Exactement. Donc c'est vraiment de l'épargne de long terme très vertueuse
qui permet de financer des investissements de long terme. Et on sait que généralement ce sont les pouvoirs publics, c'est l'État qui investit sur le long terme, parce que c'est les investissements qui génèrent le plus de croissance. Et donc l'assurance vie joue un rôle économique très important. En plus, bien sûr, du rôle social. On a parlé de la retraite. Vous savez qu'il y a un problème de retraite en Tunisie. Il y a un vieillissement de la population. Exactement. Nous avons 16,9%, je pense, de gens qui ont dépassé les 60 ans. Oui, et d'après les projections, en 2050, ils se représenteront plus que 20% de la population. Donc il y a particulièrement un ratio, ce qu'on appelle le nombre d'actifs par retraité. Ce ratio était de l'ordre de 5 actifs pour un retraité. C'est ça. Donc 5 actifs qui cotisent pour un retraité, parce qu'on est dans le cadre d'un régime de répartition. Donc ça, dans les années 70, c'était comme ça. Actuellement, on est à moins de 3 actifs pour un retraité. Et donc ça crée des pressions financières énormes sur les caisses. Et donc, la preuve, c'est que ces caisses-là ont des déficits très lourds. Oui, exactement. C'est des déficits très lourds. Donc, il n'est pas exclu que dans les prochaines années, qu'il y ait des réformes douloureuses qui vont... je pense qu'on ne peut pas s'en empêcher, Iskandar Lahrizi. On ne peut pas y échapper. Et déjà, pour certaines catégories de salariés ou de travailleurs, le perte de revenus lors du départ à la retraite est très important. Vous savez que le régime général des salariés non agricoles, qui est géré par la CNSS, c'est le régime le plus important, là où il y a le plus d'assurés sociaux, il est plafonné à 6 fois le SMIC. Donc 6 fois le SMIC, c'est... Pour être plus simple, Iskandar Lahrizi, c'est-à-dire que le plafond, c'est le maximum qu'un retraité qui est adhérent à la CNSS reçoive, c'est 6 fois le SMIC. 6 fois le SMIC non, c'est 80% de 6 fois le SMIC. Non, même pas 6 fois le brut, SMIC. En brut, 80% de 6 fois le SMIC en brut. Oui. Et ça, c'est pour la majorité des gens qui sont dans le régime général. C'est vrai qu'il y a un régime complémentaire qui est géré par la CNSS, oui. Mais il n'y a pas beaucoup de salariés qui en bénéficient. Et il reste quand même insuffisant. Mais malgré l'intervention, malgré l'intervention du régime complémentaire, ça reste insuffisant. Donc, vous trouverez des salariés, notamment des cadres, qui ont une carrière pleine drastiquement et qui voient leur revenu divisé par deux. Alors, bien qu'ils aient une carrière pleine, qu'ils aient tout le temps cotisé, qu'ils aient tout le temps fait partie du régime complémentaire. Donc ça, c'est vraiment problématique. En plus des avantages qu'ils peuvent perdre lors du départ à la retraite, par exemple une assurance groupe qui n'est plus, dont ils ne bénéficient plus, et autres avantages aussi qu'ils peuvent perdre. Donc avec l'assurance vie, on peut vraiment épargner en fin de compte dans de très bonnes conditions pour disposer, le jour où on partira de la retraite, soit d'un capital, soit de ce qu'on appelle une rente viagère. C'est un peu la même chose que la pension de retraite que servent les caisses. Donc, tant que la personne est en vie, elle va bénéficier de cette rente, sachant que cette rente peut être réversible au profit du conjoint. Donc, la personne peut demander à ce qu'elle bénéficie de cette rente, et si jamais elle décède, et si le conjoint est en vie, le conjoint continue à bénéficier de la pension. Donc, nous avons, en tant qu'assureur, une panoplie de produits et de formules qui donc permettent de répondre de différents besoins. Et ça, c'est le travail un peu des conseillers, des intermédiaires, leur travail, pour cela, il faut juste s'adresser à un professionnel. Un professionnel, exactement, voilà, c'est ça. Exactement. Donc, j'ajouterais aussi que c'est vrai qu'il y a une méconnaissance du produit, mais les choses sont en train de changer. Il faut savoir que maintenant l'assurance vie, c'est la deuxième branche d'assurance en Tunisie. Après, moi, je me rappelle au début des années 90, quand j'ai commencé dans le métier, c'était vraiment une branche mineure. Ça représentait 7% du marché, les primes collectées en assurance vie. Là, ça représente près de 30% du marché. Oui. C'est la deuxième branche, juste après l'automobile. Donc ça vient bien. Alors que l'automobile, c'est
c'est un risque qui est obligatoire, enfin, qu'on doit exactement. assurer de manière Exactement. obligatoire. Oui. Donc, les primes collectives de l'assurance vie dépassent les primes d'assurance groupe, assurance incendie, assurance vol, etc. Donc, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Et les réserves générées par cette branche sont aussi très, très importantes. C'est des sommes très importantes qui permettent donc de financer l'économie et également le budget de l'État. Skander El-Halizi, comment s'assurer que son argent est entre de bonnes mains? On écoute des fois qu'il y a eu malheureusement certains intermédiaires de la place qui ont, comment dirais-je, utilisé les fonds à leur disposition. Alors, comment s'assurer que l'argent que je vous confie, ben, il me sera restitué avec, bien évidemment, ses intérêts et ses bénéfices dans le futur? C'est une question centrale. C'est la question de confiance. Notre activité est basée sur la confiance. Donc, nous prenons des engagements vis-à-vis de nos clients. Donc, on doit être en mesure à tout moment d'honorer nos engagements contractuels. Mais nous sommes dans un secteur qui est vraiment organisé. Donc nous avons une autorité de contrôle qui est le Comité général des assurances. Le fameux CGA. Voilà, CGA. Et nous avons également un code des assurances, donc une réglementation propre aux assurances, donc qui prévoit entre autres. Alors ce code, il date de 1992. Exactement. Donc qui a prévu donc la création du code des assurances, du comité général des assurances, dont le rôle est de nous contrôler justement, de veiller à ce que nous soyons toujours tout le temps solvables. C'est un peu le rôle de la Banque centrale pour les banques. Exactement, c'est tout à fait exactement la même chose. Donc il joue vraiment un rôle central et actuellement, alhamdoulilah, on touche du bois, tout se passe bien. Donc je souligne encore le rôle de CGA qui est un rôle vraiment central pour éviter tout dérapage. Surtout que, comme on a dit, on gère l'épargne des clients. Donc oui. Les gens nous confient leur épargne en vue de leur retraite. Et donc c'est très important d'honorer nos engagements et puis aussi de bien rémunérer leur épargne. Oui, donc, ça c'est une question que je voulais vous poser, Skander El-Halizi, effectivement, puisque moi, quel est l'intérêt si je trouve qu'il y a des produits financiers qui ont meilleur rendement? Bon, je ne vais pas placer mon argent dans une assurance vie. Oui, alors, pour vous donner une idée, oui. Les rendements des contrats en 2024 se tournent autour de 7%. Donc là, net. 7% net, oui. Net, parce voilà. Que au niveau de la fiscalité, les intérêts ne sont pas imposables tant que le contrat dure 8 ans ou plus. C'est pour ça que vous avez dit en début d'émission qu'il s'agit donc d'épargne à moyen et long terme. Exactement. Donc déjà, il faut 8 années au minimum. C'est ça, 8 années au minimum. Donc pour faire en sorte que le rendement donc, ne soit pas imposé. Et aussi, il y a une autre, ça c'est ce qu'on appelle l'avantage à la sortie. Oui. Et il y a aussi un avantage à l'entrée. À l'entrée. Comme j'ai dit tout à l'heure, les pouvoirs publics encouragent vraiment ce type d'assurance. Et donc, il y a une incitation à souscrire et à payer des primes d'assurance vie. Et donc, les versements effectués, tant que la durée est égale ou supérieure à 8 ans. Donc les versements et les primes d'assurance payées par le client sont déductibles du revenu imposable. Et le montant de la déduction est plafonné à 100 000 dinars. Donc c'est vrai qu'il y a un minimum d'impôt de 45%. D'accord, donc c'est pour ça que vraiment le rôle du professionnel du conseiller est très important pour de placer la bonne somme. De placer la bonne somme. Il s'agit d'optimiser un peu le versement. Et c'est un avantage considérable, surtout avec la tendance qu'il y a à la hausse de l'impôt. Vous savez bien qu'en 2025, oui. le barème a changé du barème. Et le taux maximum d'impôt qui était de 35% est passé à 40%. Donc nos clients apprécient beaucoup cet avantage. D'ailleurs, on en avait la preuve tout à l'heure, avant de rentrer
au studio Skander Al-Harizi en regardant un peu les états financiers d'une société cotée, une société d'assurance vie cotée en bourse, avec des chiffres qui étaient vraiment éloquents. Exactement. Comme je l'ai dit, la branche est en train de connaître un développement à deux chiffres. En 2024, la croissance de la branche vie a été de plus de 20%, alors que le secteur des assurances dans son ensemble a connu une croissance inférieure à 10%. Autour de 8%, je crois. Oui, et les tendances se confirment. En 2025, c'est un peu Ça se consolide. le même scénario. Donc la croissance est à deux chiffres, Fulvi. Donc c'est significatif. Et je dirais que c'est tant mieux. Mais ceci dit, nous restons vraiment, en tant que marché tunisien, nous restons loin des marchés développés. Ça fait que dans les Quand pays, on fait une comparaison, alors les marchés développés, ils sont à combien en termes de ils pourcentage? sont à 70%. Il y a même des pays où la branche vie représente 80% du marché. Ça ne veut pas dire que les autres assurances ne sont pas développées, loin de là. L'automobile est développée, les risques d'entreprise sont développés, mais et malgré tout ça, la branche vie reste vraiment dominante dans les pays avancés. Et là, ça veut dire qu'également, il y a une grande marge, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment du chemin à faire. Hein, c'est ça. Exactement, exactement. Et encore, Et alors, Skander Al-Harizi, il y a des types différents en termes de contrats, c'est-à-dire qu'il y a les contrats individuels, mais il y a également des contrats collectifs. exactement. Euh, les différentes formules peuvent être proposées aux entreprises. Nous avons des formules destinées aux entreprises, Oui. que ce soit une assurance en cas de décès, donc qui prévoit que si jamais un salarié décède, il y a un capital décès qui peut être exprimé en nombre de mois de salaire, qui peut également dépendre aussi de la situation familiale. Quelqu'un qui est marié, qui a des enfants, donc sera assuré pour un montant supérieur à celui qui est célibataire. Ça, c'est aussi. C'est un peu à la carte. Hein. C'est un peu à la carte. Et ça permet, si jamais un des salariés décède, ça permet vraiment d'offrir des prestations à la famille et éviter que les collègues aient à faire une collecte en vue de soutenir la famille. Donc ça permet vraiment aux salariés d'avoir des droits dans ce sens. Il y a également des contrats collectifs qui peuvent être souscrits en vue de la retraite. Donc de plus en plus d'entreprises maintenant offrent à leurs salariés cet avantage. Vu un peu le niveau des prestations de la sécurité sociale en matière de retraite, donc des entreprises souscrivent ce contrat qui permettent aux salariés de bénéficier de prestations lorsqu'ils vont partir à la retraite, sachant que la prime d'assurance ou la cotisation sera répartie entre l'employeur et l'employé. Généralement, c'est un tiers, deux tiers, un peu à l'image de la répartition qui prévaut au niveau de la sécurité sociale. Il y a également des contrats collectifs destinés aux entreprises qui sont là plus pour permettre aux salariés de bénéficier des avantages fiscaux, donc sur un horizon de 8 ans. Donc c'est des contrats qui ne sont pas forcément liés à la retraite. C'est un peu de l'épargne salariale, c'est inciter les salariés à épargner pour bénéficier des avantages fiscaux. En fait, les contrats collectifs bénéficient d'une fiscalité vraiment très avantageuse, dans le sens où la prime payée par l'employeur n'est pas considérée comme un revenu imposable. Donc ça ne va pas générer une augmentation de l'IRPP pour le salarié. Et pour le salarié, la part qu'il supporte à son niveau, la part de la prime qu'il supporte à son niveau, est également déductible, comme s'il avait souscrit un contrat à titre individuel. Autre chose, au niveau, en plus des avantages fiscaux, il y a les avantages sociaux, dans le sens où la prime d'assurance supportée par l'entreprise n'entre pas dans l'assiette de calcul des cotisations sociales. Donc ça ne doit pas entraîner plus de cotisations sociales pour le salarié et pour l'entreprise. Donc il y a un décret qui est sorti en 2003. En fait, ces avantages ont été décidés en 2002-2003. Donc il y a un décret de 2003 qui a listé la liste donc qui a listé un peu tous les avantages exclus de l'assiette de calcul des cotisations sociales, et l'assurance vie collective fait partie de cette liste-là. Bon, là, je voudrais un peu signaler un problème que nous sommes en train de vivre au niveau du marché. C'est la CNSS
est en train d'interpréter un peu à sa façon les dispositions, de cette loi. Les dispositions de cette loi. Et donc, elle a redressé certaines entreprises qui ont souscrit ce genre de contrat. Pour elle, l'assurance vie collective se limite à l'assurance au cas de décès collectif. Alors que les textes sont clairs. En 2002-2003, quand les textes ont été faits, c'était justement pour développer l'épargne collective. Donc il y a un problème à ce niveau. Bien sûr, avec notre appui, les entreprises se sont défendues. Elles sont allées en justice pour se défendre. Et la justice a donné raison aux entreprises. Parce que les choses sont claires. La loi est claire. Elle n'était pas assez claire pour la CNSS, mais c'était un moyen aussi pour ne pas avoir une assiette qui minorée. C'est ça, en fin de compte. Exactement. Oui, mais c'est de bonne guerre à la limite, mais heureusement que la justice a fait son travail. Exactement. Et alors, le contrat, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le cadre juridique de l'assurance vie, déjà, pour peut-être terminer cet entretien? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une autorité de contrôle qui est le CGA. Oui. Pour pouvoir proposer un produit d'assurance vie, en fait, un contrat d'assurance vie se compose de quoi? De conditions générales, de conditions particulières, et il y a aussi un formulaire, ce qu'on appelle le formulaire de déclaration de risque, qui doit être rempli. Donc, pour qu'on puisse proposer un contrat, un produit, il y a un dossier qu'on doit déposer au CGA, dans lequel il y a les conditions générales, le FTR, formulaire de déclaration de risque, le modèle de conditions particulières, la note technique, dans laquelle on va trouver un peu comment on va calculer le tarif, comment on va calculer les provisions techniques, mathématiques, comment calculer la valeur de rachat. Cette note technique doit être certifiée par un actuaire, et pas n'importe quel actuaire, un actuaire agréé. Donc tout ça, c'est des précautions qui sont prévues par la loi, par le CGA. Et donc, une fois que le dossier est déposé au niveau du CGA, il est bien étudié et très souvent, le CGA a son mot à dire. Il nous oblige à revoir certaines clauses, certaines dispositions. Automatiquement accepté. Oui. Donc, et une fois on a l'accord du CGA, on peut proposer et commercialiser le produit. Et bien sûr, il y a un contrôle permanent du CGA pour s'assurer que nous respectons bien les clauses du contrat. Et si jamais un client a quelque chose à vous reprocher, il doit s'adresser au CGA, Skander Lahri, n'est-ce pas? Il fait une réclamation à la compagnie d'assurance d'abord. Si un client n'est pas satisfait ou a mal compris quelque chose, bien sûr, nous traitons les réclamations. Et le CGA également aussi il reçoit parfois des réclamations et il les traite. Le souci, c'est toujours de la satisfaction du client. Nous sommes une société commerciale. Nous tenons à conserver nos clients, à fidéliser nos clients, à faire en sorte que les clients soient satisfaits. Et donc toute réclamation est traitée convenablement. De manière professionnelle. Exactement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour tous ces détails et qui nous ont permis peut-être un peu de clarifier certaines choses. Peut-être un dernier mot à propos de l'assurance vie, une recommandation à ceux qui nous écoutent. Je dirais qu'il est important de penser à l'avenir. L'assurance vie, c'est vraiment un moyen de prévention. Un moyen de sécuriser ses proches et un moyen aussi d'épargner pour ses vieux jours. Et donc, j'invite un peu toutes les personnes qui nous écoutent à s'intéresser un peu plus à ce genre de formule. Et il vaut mieux être prévoyant dans la vie. Et l'assurance vie, vraiment, est une solution pour les gens qui veulent être prévoyants et prudents. Voilà qui est bien dit. Merci beaucoup encore une fois, Skander Lahri. Rappelons que vous êtes directeur général adjoint d'une compagnie d'assurance vie et que vous nous avez parlé de l'assurance vie. À 18h42 minutes, nous retournons à la musique et nous allons écouter Omar Louer Nousset, Omar Louer qui se produira demain pour le festival Jasmine.
120 minutes, de 17h à 19h sur RTCI. Bonne route à l'écoute d'RTCI.